Bienvenue sur notre chaîne. Suite de l'enquête sur le meurtre atroce de la petite Nola Dinkins. L'homme accusé d'avoir aidé sa petite amie à cacher le corps de sa fille de 3 ans fait désormais face à de nouvelles accusations. La police affirme que Darian Randall a faussement affirmé que sa fille, Nola Dinkins, avait été enlevée sous la menace d'une arme, mais cette histoire a rapidement été révélée. Randall est maintenant accusé de meurtre et son petit ami Cedric Britton fait face à de nouveaux chefs d'accusation de maltraitance infantile en lien avec la mort de Nola. Il y a 1 mois, Nola Dinkins, 3 ans, a été découverte dans une valise enveloppée de films plastiques. Mais avant cette tragique découverte, sa mère, Darian Randall, avait raconté à la police une histoire bien différente. Elle affirmait que sa fille avait été enlevée sous la menace d'une arme. Randall aurait déclaré au comté de Newcastle qu'elle s'était arrêtée pour réconforter Nola, bouleversée lorsqu'un homme blanc armé s'est approché d'elle et a enlevé la petite fille. Elle a déclaré que le suspect avait pris la fuite dans un SUV sombre conduit par une femme blanche. Les enquêteurs ont déterminé que la version initiale de l'enquête ou de l'incident donné par la mère était fausse. Selon des documents obtenus, Randall aurait par la suite avoué aux enquêteurs avoir battu sa fille avec une ceinture le matin du mois de juin chez son petit ami Cedric Britton jusqu'à ce que la petite fille meure. Plutôt que d'appeler à l'aide, les enquêteurs affirment que le couple a emmené le corps de Nola dans le véhicule de Britton avant de finalement revenir. À leur arrivée, les enquêteurs ont découvert que la valise contenait l'enfant de 3 ans, entièrement enveloppé dans de films plastiques. À l'heure actuelle, la police de l'État du Maryland a arrêté 2 individus liés à la disparition de l'enfant de 3 ans qui avait fait l'objet d'une alerte Amber en 2010. Qu'est-ce que cet acte d'accusation vous apprend sur la manière dont les procureurs construisent leur récit contre Cedric Britton ? Vous savez, il pensait qu'il avait peut-être simplement aidé sa petite amie à mis le corps dans le sac à dos et l'avait jeté. Et c'est une raison majeure pour laquelle il l'accuse aussi, car il aurait pu l'empêcher. Je veux dire, ce ne sont pas des professionnels de la santé, donc il est très facile de dire qu'elle aurait pu survivre s'ils avaient appelé les autorités immédiatement. Ils sont tous deux accusés du même chef d'accusation, du même meurtre, mais s'ils étaient déclarés non coupables, ils seraient également poursuivis pour les autres chefs d'accusation. Mais les prétendus efforts de la Grande-Bretagne pour aider la police à retrouver le corps peuvent-ils être considérés comme une tentative de limiter les dégâts ou comme une action trop peu et trop tardive sur le plan juridique ? Je pense que la défense va essayer de présenter cela comme une tentative de limiter les dégâts. C'est une mère qui l'a brutalement battue puis mise dans un sac à dos. Je pense que tout ce que la défense fera dans ce cas sera difficile. Britton pourrait-il encourir s'il est reconnu coupable des 11 chefs d'accusation ? Je pense que ce serait la peine la plus probable dans ce cas. Cela pourrait être encore plus long, mais je pense qu'il sera condamné à 15 ou 20 ans. Je sais que chaque cas est différent, mais lorsqu'une personne est accusée de 11 chefs d'accusation, est-ce qu'on obtient généralement un verdict de culpabilité pour chacun d'eux ou est-ce qu'on fait des concessions mutuelles ? C'est une affaire où l'on ne plaide pas coupable car c'est une victoire facile et on veut que la justice soit au rendez-vous. C'est pourquoi beaucoup de gens étaient surpris par l'affaire Kohberger, que l'accusation est conclue en accord de plaidoyer. Car souvent, lorsque l'accusation remporte facilement une victoire pour un crime très violent, elle n'autorise aucun type de plaidoyer et exige la peine maximale pour tous les chefs d'accusation. Car encore une fois, on ne sait pas comment cela va se passer, si ça ira jusqu'au procès ou non. Et s'ils choisissent de ne pas le faire, le font-ils généralement simplement par manque de ressources ou par manque de moyens, et c'est plus facile par exemple lorsqu'il y a un plaidoyer dans une affaire comme celle-ci ? Avec l'accusation, il faut faire venir tous les enquêteurs, tous les témoins, les experts, et cela prive le procureur de ressources qui travaillent sur d'autres affaires. C'est pourquoi un plaidoyer pourrait être accepté si l'affaire va jusqu'au procès. Ils ont mis en point une stratégie très élaborée, et c'est pourquoi nous avons autant d'accusations lourdes contre eux, car ce n'était pas juste un coup de tête. Elle a battu son enfant une fois, puis l'a immédiatement signalé ? Et puis, ils ont essayé d'inventer cette histoire d'enlèvement et l'ont gardée dans la valise pendant une nuit entière, juste en bas des escaliers ? Cela témoigne d'un certain degré de dépravation, et c'est pourquoi je comprends parfaitement que l'accusation veuille porter l'affaire devant les tribunaux et faire savoir aux gens qu'on ne peut pas s'en tirer impunément avec ce genre de crime. Et je suis content que vous ayez mentionné cette partie concernant le fait que cela pourrait révéler un passé de violence présumée. Car parfois la défense soutient que
Vous savez, c'était un incident isolé. Mais vu l'état du corps, je pense que cela élargit l'affaire au-delà d'un simple moment de violence. Et je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle ils ont aggravé les accusations, n'est-ce pas? Il semble que l'enfant ait été battu avant, que ce n'était pas le premier coup. Ces éléments sont-ils essentiels pour reconstruire la chronologie, notamment en ce qui concerne les enlèvements? Ils vont les pister et retracer leurs déplacements de façon à ce que vous puissiez suivre l'incident dans des détails, non seulement après mais aussi avant. Assurez-vous de pouvoir prouver qu'ils étaient tous deux présents dans la maison au moment du crime. Nous venons d'aborder le fait que selon la police, le corps de l'enfant était dans cette valise, vous savez, au moins toute la nuit. Le fait que le corps soit dans une valise et qu'il l'ait prétendument perdu, je veux dire, suggère-t-il simplement une préméditation ou une panique? Je pense que cela suggère les deux. Et ils vont démontrer que c'était calculé, qu'il lui a fallu quelques minutes pour penser à la mettre dans la valise. Comme vous l'avez souligné, c'est une question de jury, et le jury ne croira pas qu'il ait été contraint. D'après ce que nous avons entendu, c'est ce qu'elle allègue. Elle allègue également que c'est lui qui l'a enterré. Je pense qu'ils vont tous deux essayer de se rejeter la faute. Car quel rôle joue l'inaction dans des affaires comme celle-ci, surtout pour un partenaire non biologique? Et entendre un enfant de 3 ans se faire frapper avec une ceinture 15 à 20 fois, c'est une culpabilité. C'est pourquoi l'accusation a alourdi la peine, car il y a une claire intention de nuire à cet enfant. Parce que je sais que dans des situations comme celle-ci, lorsque 2 personnes sont inculpées, chacun cherche simplement à obtenir le meilleur arrangement. On le voit souvent lorsque des couples sont accusés d'un crime, ils les séparent. Il est fort probable que l'accusation ne conclue aucun accord avec l'un des deux, qu'elle veuille la peine maximale pour chacun. Donc, même s'ils peuvent alléguer beaucoup de choses pour lesquelles ils n'étaient que très peu coupables, l'accusation va monter un dossier solide et examiner tous les différents éléments de preuve que vous venez de poser dans cet entretien. D'après la police, la mère de Nola aurait avoué avoir battu son enfant. Je me demande donc si ces aveux sont vrais. Comment Randall peut-il être accusé des mêmes faits si elle les a avoués? C'est pourquoi même si nous ne connaissons pas littéralité de l'histoire, je pense que la police allègue qu'il était présent au domicile pendant le passage à tabac. Donc comme il avait l'intention de laisser faire et de ne pas l'empêcher, c'est pourquoi ils ont aggravé les accusations en complicité pendant le crime. Nous savons que la mère de Nola fait également face à d'autres accusations pour avoir menti à la police sur l'enlèvement de Nola. Britton pourrait-il être impliqué dans cette affaire si les procureurs pensent qu'ils ont planifié, élaboré ce plan ensemble? Et je pense que toutes les accusations qu'ils pourraient porter contre elle à ce stade, ils peuvent également l'inculper, car il vivait avec elle. Comment les fédéraux peuvent-ils s'impliquer dans une situation comme celle-ci? Oui, à cause du franchissement des frontières entre les États, c'est ainsi que les fédéraux pourraient potentiellement intervenir s'ils le veulent. Cela dépend de s'ils vont ou non poursuivre l'accusation d'enlèvement, car, vous savez, elle allègue cet enlèvement, mais parce qu'elle allègue un enlèvement qui a eu lieu dans un État et qui a ensuite été transféré dans un autre, c'est ainsi que les fédéraux pourraient intervenir. Quelle est la probabilité que d'autres personnes soient inculpées si d'autres personnes savaient ce qui s'est passé et n'ont simplement rien dit à personne? Donc on pourrait considérer que tout cela se résume à la manière de constituer le dossier le plus solide contre ces 2 personnes pour garantir qu'elles ne soient jamais inculpées. Qu'est-ce qui rend un enfant de 3 ans particulièrement vulnérable aux abus, tant physiques que légaux? Et je pense qu'il est très difficile pour les enseignants de s'impliquer. Ils sont terrifiés de s'impliquer et on ne peut pas les blâmer, mais je pense qu'il est important que les gens autour d'eux s'expriment. Je pense que le Maryland le permet, mais je ne pense pas qu'il y ait suffisamment de ressources pour que les services sociaux doivent intervenir dans tous les cas comme ils le doivent. S'il semble y avoir un problème avec le système, mais que des enfants continuent de se blesser, voire de mourir, que pouvons-nous faire pour vraiment résoudre ce problème ? Plus nous avons de familles d'accueil, plus nous avons de personnes qui se soucient réellement des enfants et qui sont prêtes à les accueillir, ce qui signifie que les services sociaux peuvent les sortir de familles maltraitantes. Si la moitié des gens qui veulent agir devenaient familles d'accueil, nous n'aurions pas ce problème, car nous aurions de bons enfants dans de bons foyers. Comme dans le cas de Nola, dont le corps aurait été mal nourri, les écoles, les médecins ou les voisins auraient-ils pu passer à côté de signes clés de maltraitance ou de négligence ? Vous savez, les enfants tombent, mais faites attention aux bleuures. N'ayez pas peur de parler car vous pouvez sauver un enfant, qu'il soit d'une mort imminente ou d'une vie de maltraitance et de traumatisme. Comme parent, si les services sociaux venaient frapper à ma porte parce que quelqu'un avait vu quelque chose chez ma fille qui s'est cassé le talon la semaine dernière pendant une activité de cheerleading, je préférerais que les services sociaux viennent me voir et s'assurent que mon enfant va bien.
Mais je préférais que les services sociaux vérifient 2 ou 3 fois ma présence et celle des autres, plutôt que de laisser un autre enfant mourir. Parce que qui sait, vous savez, vous pourriez sauver une vie en faisant ça. Alors avec l'enquête, vous savez comment les enquêteurs peuvent-ils remonter la vie d'un enfant pour déterminer s'il y a eu des occasions manquées d'intervention. Vous savez, il s'agit d'une enquête et de recherche sur la vie réelle de cet enfant. J'ai déjà un petit peu parlé du jury, mais dans des affaires comme celle-ci, un enfant de 3 ans maintenant très émotif est décédé. Qu'est-ce qui rend un jury plus susceptible d'être influencé émotionnellement dans une affaire impliquant un enfant ? Bien, les enfants sont innocents. Ça m'énerve moi-même à l'idée de parler de cette affaire, car c'est tellement déchirant qu'une mère puisse faire ça à son propre enfant. Et je pense que l'accusation n'a pas besoin d'être méchante avec les 2 accusés potentiels si l'affaire aboutit au procès. En tant que procureur, il va vouloir être plus direct car ces faits vont émouvoir tout le monde. L'accusation n'a pas grand-chose à faire, en fait si ce n'est exposer les faits calmement, rationnellement et objectivement, afin que les jurys puissent s'imprégner de l'histoire et que leurs émotions fassent le reste. Oui, vous devez d'abord voir s'il y a un accord à conclure, si vous pouvez faire quelque chose avec l'accusation, car ce sera une affaire extrêmement difficile devant un tribunal. Peut-être même des signes. Peut-être même des signes. A-t-il abusé de l'enfant ? A-t-il abusé d'elle ? Il faut vraiment mettre en lumière les failles de la relation et essayer de souligner la coercition et moins d'innocence. Donc, beaucoup plus d'innocence pour votre accusé. Il s'agit avant tout de pointer du doigt l'autre partie. Eh bien, c'est une affaire que nous suivrons de près. Jessica, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Cédric est en garde à vue sans caution. Nous attendons la suite de cette histoire. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays ?